Bienvenue à tous. Pour commencer, on va se présenter également. Caroline, je te laisse te présenter pour commencer. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Caroline Caltagirone. Ça fait plus de 4 ans que je travaille chez Aigo en tant que Lead User Researcher. Donc, je suis à la tête de cette discipline chez Aigo et je suis aussi Client Lead, notamment sur le compte RATP. Et on présentera un de ces cas en détail ensuite. Et en plus de ça, en plus des missions clients, j'enseigne la recherche utilisateur dans différentes écoles comme HEC, l'école 42, Strat et encore le CELSA ou bien chez nos clients également. Ok, et du coup, moi, Lola, le câble, donc ça fait 3 ans et demi que je suis chez Aigo. En ce moment, je suis surtout product manager sur un projet de formation qu'on appelle l'Académie de la recherche utilisateur, dont on pourra parler à la fin si ça vous intéresse. Background en business puis en design. Et j'ai fait des recherches utilisateurs pour des clients comme AXA, Fendi ou la RATP ces derniers temps. Et j'enseigne souvent avec Caroline, en réalité, comme ce soir lors de notre intervention, la recherche utilisateur à des étudiants et à nos clients. Voilà, donc aujourd'hui, comment ça va se passer? On va très rapidement brosser la vision de la recherche utilisateur chez Aigo. Comment nous, on a monté nos outils, notre approche, etc. Mais on ne va pas pouvoir entrer dans le détail. Ce n'est pas un cours sur la recherche utilisateur en tant que tel, parce qu'on n'aurait pas le temps en 1 heure. Le principe, c'est vraiment d'échanger surtout sur nos best practices et un petit peu nos conseils sur comment on a adapté cette démarche dans un contexte de distanciel depuis les premiers confinements. Et on aura un petit temps de questions-réponses pour échanger autour de tout ça. Donc, à la fin de cette session, on sera contente si on a réussi à vous partager un petit peu nos tips and tricks. Comme on dit, tout ça grâce à des exemples concrets. On espère que vous aurez envie de les mettre en application le plus vite possible et qu'on a répondu à toutes vos questions sur le sujet. Donc, tout le monde en mute, c'est le cas. Donc, pour rappel, questions, remarques à écrire dans le fil de discussion. On essaiera de répondre à tout à la fin. Il n'est pas dit qu'on ait le temps, donc à voir. Au pire, on verra comment on peut avancer là-dessus. Et on vous enverra le support de présentation, donc ne vous en faites pas. Si tout le monde m'entend et me voit, et je pense que c'est bon, on peut y aller. Et aussi, ce webinaire est enregistré et il y aura possibilité de le voir en replay au besoin. Donc, Caroline, je te laisse parler de la recherche utilisateur chez Aigo. Alors, vraiment, en 2 mots, très rapidement. Déjà, Aigo, donc, c'est un studio de design et de transformation. Et Aigo, ça signifie la combinaison en japonais. Donc, en fait, la combinaison entre les besoins des utilisateurs finaux, les enjeux business de l'entreprise et la faisabilité technique. Donc, ce qu'on fait chez Aigo, c'est délivrer vite et bien grâce à plusieurs disciplines, la recherche utilisateur, la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, à savoir trouver le vrai problème à résoudre et tester les concepts, les fonctionnalités, le design pour imaginer des solutions, les prototyper et les tester rapidement, et l'agilité pour faire sortir ces produits le plus rapidement possible. Et en plus de ça, sur toutes nos missions, on transmet nos méthodes de travail à nos clients. Donc, on a travaillé pour des clients aussi divers que des grandes entreprises dans l'ingénierie, l'industrie, bâtiment, transport, mais aussi des startups. Et comme l'on dit plus tôt, on enseigne dans différentes universités. Et donc là, on se concentre sur la recherche utilisateur, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, les 4 étapes clés de notre approche, c'est d'abord préparer son plan de recherche, ensuite conduire sa recherche terrain, analyser les résultats et les mettre en tension, et enfin, restituer de manière activable. Et aujourd'hui, on se concentre exclusivement sur la conduite de la recherche. Donc là, très rapidement, un petit aperçu de notre secret sauce pour la conduite de la recherche utilisateur. Dans un premier temps, on s'intéresse vraiment à la recherche exploratoire, donc plutôt en début de projet, le fait d'identifier les vrais problèmes à résoudre. Et vous verrez, en fin de webinaire, on parlera aussi de l'évaluation, à savoir des tests. Donc là, nos outils préférés, c'est la recherche secondaire. Je vais rentrer dans le détail tout de suite après. Ensuite, ce qu'on a appelé les messages express, le vie ma vie, l'observation et les entretiens semi-directifs. Et je vais vous les présenter de manière précise avec un cas très pratique. Donc celui de l'ARATP et sur le projet en particulier de l'amélioration de l'expérience information voyageur
sur le tramway. Donc, premier outil qu'on utilise, c'est celui de la recherche secondaire, à savoir le fait de collecter les documents déjà existants chez le client et aussi trouver sur Internet toutes les informations, toutes les études qui pourraient être utiles et en rapport avec notre sujet. Donc, c'est évident, je pense que beaucoup de monde fait ça assez naturellement. Et là, vous le voyez, c'était des documents à la fois techniques pour bien comprendre l'infrastructure du tramway et en même temps des études quantitatives sur notamment le NPS, donc la satisfaction actuelle des voyageurs de la RATP sur ce mode qu'est le tramway. Ensuite, second outil, ce qu'on appelle les messages express. En fait, c'est 2-3 questions qu'on va envoyer à notre réseau via WhatsApp, Messenger, ça peut être Slack, peu importe. Mais l'idée, c'est de commencer un petit peu à identifier des tendances sur notre sujet, commencer à identifier des irritants chez les voyageurs, mais aussi des sources de satisfaction pour finalement mieux cadrer notre recherche par la suite. Donc, potentiellement, ça peut nous aider à identifier les lieux d'observation les plus intéressants. Ça peut nous aider à préparer notre guide d'entretien et savoir un petit peu quelles sont les questions sur lesquelles on va s'attarder avec nos utilisateurs. Donc là, par exemple, vous voyez, c'était sur WhatsApp et les 3 petites questions qu'on a posées, c'était tu penses quoi des informations délivrées par la RATP sur le tram, en particulier lorsqu'il y a un problème, parce qu'on avait vu grâce aux études quantitatives fournies par le client, que c'est la situation perturbée qui cristallise le plus de frustration. Et c'est là où l'information voyageur, évidemment, va être la plus importante. Et enfin, tu peux me raconter une anecdote positive et une négative à propos de l'information voyageur sur le tramway. Donc là, ça nous a permis de collecter des premiers insights pour avancer dans la suite de notre préparation de recherche. Ensuite, ce qu'on appelle le vie ma vie, c'est se mettre à la place des utilisateurs pour tester nous-mêmes l'expérience. Alors là, attention, évidemment, cet outil-là comporte un biais dans la mesure où c'est votre point de vue à vous, donc c'est un point de vue très subjectif. La raison pour laquelle on fait ça, c'est plus pour identifier finalement les différentes étapes du parcours utilisateur, mais on ne s'intéresse pas tant à nos irritants à nous, c'est vraiment plus pour avoir une meilleure compréhension à la fois de l'écosystème, des différentes étapes, toujours dans le but de mieux préparer notre plan de recherche. Et donc là, on voit Lola qui est en train d'utiliser la borne d'information voyageur suite à un incident assez important sur le tramway, et donc voir un petit peu quelle était finalement la réaction des agents en face en cas de situation très perturbée. Et à droite, on a un autre exemple où cette fois-ci, c'était une autre de nos collègues, Johanna, qui était sur le terrain au moment d'un incendie sur une voie de tramway. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait installé toutes les applications de transport, évidemment celles de la RATP, Citymapper et d'autres. On avait activé toutes les notifications d'incidents pour pouvoir aller le plus rapidement possible sur le terrain en cas de problème et du coup observer ces situations très particulières qui viennent cristalliser le plus de frustration. Et donc là, c'était Johanna qui était sur le terrain, qui prenait des photos, qui parlait avec les voyageurs et qui nous racontait étape par étape tout ce qui se passait dans le cadre de cette situation perturbée. Autre outil, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on l'applique à des expériences concurrentes ou analogues. Donc là, vous voyez, on s'est intéressé à la SNCF, évidemment, mais aussi on profite de nos déplacements personnels pour aller tester ce qui se fait dans d'autres villes, voire dans d'autres pays. Donc, c'est ce qu'on avait fait cette fois-ci à Bruxelles. Enfin, 4e outil, observation. Donc là, l'idée, c'est d'aller sur le terrain et d'observer les utilisateurs dans leur environnement naturel. Donc, ce qu'on a fait, c'était des sessions de plusieurs demi-journées dans des endroits stratégiques et aussi des parcours utilisateurs. Donc, ça voulait dire qu'on donnait rendez-vous à des utilisateurs qu'on avait recrutés préalablement selon un certain nombre de critères. On leur disait, OK, rendez-vous en bas de chez vous et on vous accompagne là où vous devez aller. Donc, on a pu le faire, par exemple, le matin au moment de l'heure de pointe quand certaines personnes allaient à leur lieu de travail et on les accompagnait au cours de ces parcours en leur demandant de verbaliser à voix haute tout ce qui se passait et en les observant, en essayant de voir justement quelles choses ils allaient regarder au cours de ce parcours, est-ce qu'il y avait des interactions avec des agents ou avec d'autres voyageurs. On a fait
Également, on a demandé à des personnes de faire des parcours mystères, c'est-à-dire qu'on leur donnait rendez-vous, pareil, en bas de chez eux, et on leur disait cette fois-ci, OK, on vous demande d'aller à tel endroit, comment est-ce que vous faites? Donc là, on pouvait assister à la préparation du voyage sur l'application, par exemple, ou bien directement sur des cartes. Et ensuite, on accompagnait vraiment le voyageur jusqu'au point d'arrivée. Et enfin, dernier outil qu'on a utilisé dans le cadre de ce cas pour la RATP, c'est les entretiens semi-directifs, vraiment en face à face avec un utilisateur. Et donc là, c'est des entretiens qui vont durer 1 heure 30. On aime bien passer 1 heure 30 avec nos utilisateurs parce qu'il y a toujours la première demi-heure où il faut mettre la personne à l'aise pour qu'elle se livre vraiment et qu'on puisse aller en profondeur dans les sujets qui nous intéressent. Et donc, on le fait à la fois avec les voyageurs, donc les utilisateurs, et aussi avec les parties prenantes. Donc là, on peut le voir, c'était des agents en interne, mais aussi des experts sur des sujets spécifiques liés à l'IT, par exemple, pour comprendre en même temps, comme on le disait plus tôt, les enjeux business de l'entreprise. Donc ça, c'est une recherche qu'on avait fait avant le Covid, avant le premier confinement. Donc, vous voyez, tous les outils sont en physique. Et du coup, en février, en mars, lors du premier confinement, on s'est posé la question, OK, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour adapter ces outils dans un contexte de confinement? Donc là, je laisse Lola vous présenter un cas à distance. Ok, merci beaucoup Caroline pour ça. Et en effet, le cas qu'on vient de voir, je pense que c'est un des cas les plus contraints sur le fait que ça se passe en physique. Moi, je vais vous présenter un cas donc, qui est pas un cas de la RATP, mais qui est un cas qu'on appelle l'observatoire du confinement. Et on va regarder un petit peu étape par étape quelles sont les questions qu'on s'est posées justement sur des questions d'adaptation de nos outils, de notre stratégie de recherche. Et puis, il y a plein de petites best practices qu'on a juste découvertes au fur et à mesure. Et puis, parfois, on s'est un petit peu planté pour en arriver là. Du coup, le contexte duquel on est parti, donc 17 mars, on arrive dans une situation extrême. Et en tant que designer, on avait envie d'explorer cela. Et l'idée de base, c'était OK, on a un petit peu de temps parce que certaines de nos missions clients sont mises en pause ou des choses comme ça. Est-ce qu'on ne prendrait pas ce temps pour réfléchir au changement potentiel de paradigme que pourrait impliquer ce confinement? On a commencé par voir très très large. Est-ce qu'on se voit encore la bise demain? Comment délimiter le pro et le perso quand on est chez soi toute la journée dans un contexte de télétravail? Qu'est-ce que tout ça peut impliquer d'un point de vue urbain, etc., etc. Notre objectif, c'était de s'emparer de ce sujet qui était vraiment nouveau. Personne n'avait encore vraiment écrit là-dessus ou quoi que ce soit, et on ne savait pas trop ce qui allait nous arriver, tout en délivrant du concret. Et ce qui compte, c'est que nous, chez Ego, ça fait de nombreuses années qu'on s'intéresse au futur du travail. Et c'est un sujet qui nous passionne depuis un moment. On a d'autres projets qui tournent pas mal autour de ça. Et OK, si on part sur cette exploration, prenons le sujet du futur du travailleur pour comprendre vers quoi ça nous mène. Donc ça est très très large. Quelques contraintes cependant, on n'a pas de budget dédié et on a quand même des missions clients à côté, donc il ne faut pas qu'on y passe toute notre vie. Donc il faut que ce soit assez pragmatique et il faut qu'on avance vite. Et on est dans un contexte de confinement, donc il faut faire cette recherche à distance. De là, donc les premières questions qu'on s'est posées sont assez simples. Si on reprend notre méthodologie, et là, ceux qui étaient là la dernière fois, ne trichez pas. À votre avis, quelles sont les grandes étapes qui sont le plus impactées par le distanciel? Et je vais vous demander de répondre dans le chat en disant juste 1, 2 ou 3, ou 4, bien sûr. Et je vais aller un peu regarder ce que vous me dites là. 2, OK. 2. C'est une question facile, hein. OK. Je vois que du 2. OK. Pas d'autres 2 et 3. OK, intéressant. 1 et 2, intéressant. En vrai, 1 aussi. Ouais, je suis un peu d'accord. OK. Mettre en tension, je ne sais pas ce que c'est. OK, bon. Alors,
ce serait tout un cours à part entière, mais en gros, c'est le moment où, une fois qu'on est sorti de notre collecte de matière, on a nos 25 entretiens, nos 10 résultats d'observation, etc. Et toute cette matière, il faut bien l'analyser, en faire ressortir une problématique majeure. Donc, c'est un moment d'analyse et de problématisation. 2 et 3, OK. OK. Donc, je n'ai pas vu de 4. OK. D'autres, un dernier mot? Non, bon. OK. Donc, les impacts majeurs, selon nous, étaient surtout sur le 2 et le 4. Mais il y a une petite gradation que je vous mets ici. Donc, pour le 1, il y a un impact modéré, en effet, parce qu'au moment où on prépare son plan de recherche, c'est le moment où on définit ses objectifs, sa stratégie, et le moment où on choisit ses outils pour pouvoir conduire. Donc, évidemment, considérez qu'on sera en distanciel. On va voir ensuite dans le détail comment tout ça s'est passé, etc. Le 2, évidemment, impact très, très fort parce que ça repose sur l'immersion et la rencontre avec nos utilisateurs. Le 3, c'est un impact qui est finalement assez faible parce qu'on fait ça en général en chambre. La seule chose qu'on a trouvé un peu plus difficile, c'est qu'on n'était pas ensemble dans la même salle à potentiellement manipuler le même matériel, ce qu'on est habitué à faire, et donc bénéficier vraiment de cette énergie collective, etc. Mais on a réussi à reproduire ça via des outils partagés. Et le 4, alors là, ça dépend des personnes auxquelles vous restituez et comment vous êtes habitué à restituer, mais on est habitué à restituer sur des formats, souvent en physique. On va par exemple concevoir des grands boards de 2 mètres sur 5 avec des parcours utilisateurs, et nos clients vont venir travailler sur ces supports. Comment est-ce qu'on arrive à reproduire ça? Donc ça, c'est quelque chose dont Caroline vous parlera un peu plus tard. Du coup, les questions qui découlent de ça sont multiples. La première, c'est dans ce contexte de confinement, on ne peut absolument pas partir en observation. Donc, comment nous adapter en ce cas-là? Or, ça aurait été super intéressant d'aller voir comment les gens vivaient chez eux pendant ce confinement, mais pas possible. Donc, on y répondra ensemble. Et une série d'autres questions. Donc, relever le défi de la conduite, cette fois plus spécifiquement des entretiens semi-directifs, en minimisant les impacts du distanciel. Sachant que dans ces cas-là, c'est tellement important tout ce qui est informel, tout ce qui est mise en confiance, tout ce qui est langage corporel, tout ce qui est regard, et tout simplement l'ambiance que vous allez créer lors de cet entretien d'1 heure et demie, comment on arrive à ça. Voilà. Et aussi comment ne pas exclure certains types de publics. Donc, on se pose toutes ces questions, et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ensemble comment on y a répondu. Donc, si on reprend notre plan un petit peu habituel, on va dire, donc pour ce qui est des outils 1 et 2, l'impact est relativement faible finalement parce que, recherche secondaire, là, dans ce cas-là, il n'y avait pas énormément de choses qui étaient sorties sur le sujet. Mais on a quand même pu s'emparer de 3 écrits de sociologues, de philosophes, de choses comme ça. Mais on n'en était pas encore au stade où il y avait eu beaucoup d'études sur le télétravail et le futur du télétravail, etc. Donc, on s'est juste fait un petit brainstorming entre nous pour partir avec des postulats de base et préparer notre recherche. Message express, assez peu d'impact aussi finalement. Ensuite, quand on arrive à l'observation, impossible. Du coup, on a opté pour le journal de bord. Je vous décrirai juste après comment on a fait ça. Et entretien semi-directif, on a tout préparé comme si on allait les faire en physique, et on va voir ensemble comment ça s'est passé. Donc, si on fait un petit temps de focus sur le journal de bord, donner un journal de bord, alors comme vous êtes assez mature sur le sujet, je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez que je rentre dans le détail de la méthodo, de ce que c'est, mais c'est très bien dans le contexte dans lequel on était, c'était même parfait parce que ça permet de comprendre des usages et un contexte d'utilisation qui est très personnel. Pardon. Et là, les gens se retrouvaient quand même justement dans un mélange de perso, de pro, potentiellement seuls, confinés toute la journée à devoir travailler. Donc, hyper intéressant de les faire réagir sur leur quotidien et non collecter cette matière très régulièrement. Ça permet aussi de collecter de la matière sur une longue période de temps. Ce qui était chouette parce qu'on a été confinés longtemps aussi finalement. Ça permet de récolter de la matière liée aux ressentis et aux émotions qui étaient fortes à ce moment-là, et évidemment d'identifier des irritants et des opportunités pour
Ensuite, mener des entretiens plus précis et vraiment adapter nos guides d'entretien à ce qu'on aurait pu collecter grâce au journal de bord. Un truc important, par contre, c'est que ça ne remplace pas les observations. On n'arrive pas au même résultat. C'est hyper intéressant et dans notre cas, c'était la chose qu'on a pu faire. Mais ça ne remplace en aucun cas des observations qui sont évidemment beaucoup plus neutres et on est beaucoup plus dans la peau d'un chercheur. Là, l'idée, c'est qu'on a tout simplement envoyé des consignes claires à nos utilisateurs via un petit message WhatsApp et on leur demandait très régulièrement de nous faire parvenir des photos ou des petits textes de ressenti. Et c'était très large. C'était est-ce que tu peux nous dire, nous envoyer une photo de ton bureau? Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais quand tu fais une pause? Est-ce que tu peux me décrire comment tu te sens lors de ta pause déj? Des trucs comme ça. Ça dépendait vraiment des gens. On a animé un petit peu une communauté autour de ça. Ce qui est ressorti de ça est assez intéressant d'un point de vue des usages extrêmes, parce qu'on n'était pas tous prêts à travailler de chez nous, mais en tout cas, à retenir dans ce contexte de distanciel, c'est que ça a vraiment permis de récolter de la matière sur ce que les utilisateurs font et ne disent pas. Donc, on aurait eu potentiellement du mal à avoir en entretien. Le reste, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce genre de retour. Donc là, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que donc le bureau de cette personne est en fait une table à repasser. Cette personne s'est reconstituée un petit bureau dans un coin de chez lui parce que pas eu le temps de se fournir avec tout le matériel de télétravail. Donc, ça nous a appris quelque chose d'assez marquant et ça nous a ensuite amené sur les réflexions de quel est le rôle de l'entreprise typiquement dans ces périodes-là, comment est-ce qu'elle peut aider ses salariés à s'équiper, des choses comme ça. À gauche, on avait un autre cas. Donc, le bureau de notre utilisatrice à ce moment-là, c'était plutôt sa terrasse, ce qui avait l'air plutôt agréable. Donc voilà, ça montre là aussi l'inégalité que ça a créé d'un point de vue du travail. Tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions de travail. Donc, super intéressant. Ensuite, si on passe aux entretiens semi-directifs, là, très, très rapidement, Caroline vous a déjà présenté tout ça. Donc, je vais juste aller sur le comment on a fait ça, donc de manière très simple, via des appels, Zoom, Meet, FaceTime, etc. Tout ce qui peut être utilisé à plus de 2 personnes, et on verra pourquoi après. Et ne pas oublier d'enregistrer ces entretiens parce que c'est potentiellement de la matière que vous allez vouloir réutiliser plus tard, vous allez vouloir revenir sur un verbatim fort ou des choses comme ça. À retenir en distanciel, en tout cas dans notre cas, surtout que c'était un sujet très très large, on a commencé cette phase d'entretien qu'une fois qu'on avait collecté suffisamment de matière via les messages express et les journaux de bord, parce que ça nous a permis de vraiment mettre en place toutes nos hypothèses de départ pour ensuite aller vraiment en profondeur, invalider certaines hypothèses ou questionner les personnes sur des sujets précis. Dans ces cas-là, mettez vos caméras pour mettre la personne en confiance et soyez décontractés parce que être en distanciel, c'est malheureusement une certaine froideur qui n'existe pas dans la vraie vie. Si on se concentre un petit peu sur comment ça se passe en général un entretien du coup en physique, en réel, nous, chez Aigo, on va travailler avec évidemment donc, l'utilisateur qui est au centre de cet entretien long, qui doit être installé confortablement, etc. Et le user researcher qui est responsable du bon déroulé de cet entretien, qui mène la danse, qui est focalisé sur l'utilisateur et qui mène une discussion informelle, qui ne prend aucune note, qui regarde la personne dans les yeux et qui la met en confiance. Parce qu'on a à côté de ça un troisième acteur qui est le facilitateur et qui prend tout ce qui est dit en note mot à mot, qui est maître du temps et qui pose toutes les questions complémentaires que le user researcher aurait pu ne pas entendre, etc. C'est aussi la personne qui va permettre de minimiser les biais parce que même si on essaye de les minimiser en tant que chercheur, quoi qu'il arrive, être deux, ça permet d'être sûr de ne rien oublier,
de rebondir sur quelque chose qui est dans le guide d'entretien que le user extension aurait pu oublier, des choses comme ça, et d'apporter un petit peu plus de neutralité, on va dire, à tout ça. Donc ça, c'est comment on fait d'habitude. Et ça, c'est comment on a fait, du coup, tout simplement via, là, c'était Google. Alors, je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, on a Emma, qui était la facilitatrice lors de cet entretien. Ça peut être un petit peu bizarre d'arriver en entretien, du coup, et de dire, bon, bah voilà, Emma, elle sera en mute pendant tout le temps et elle va prendre des notes et parfois, elle activera son micro. Donc, n'oubliez pas de juste prévenir la personne parce que quand on parle, on peut oublier qu'il y a quelqu'un qui peut tout d'un coup se démuter et commencer à vous poser des questions en plus. Sinon, très simple et voilà, moi, j'ai mené cet entretien avec cette institutrice qui donnait ses cours à distance. C'était super intéressant ce qu'elle nous a appris. Et l'idée, c'était juste, moi, je suivais mon cours et je menais la danse tranquillement et Emma a bien fait la maître du temps. Voilà, petit pense-bête, du coup, pour les entretiens à distance avec lesquels on est ressorti de cette phase-là. Avant l'entretien, assurez-vous que les personnes sont à l'aise avec l'outil proposé parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas forcément à l'aise avec les Zoom, les Google Hangouts, etc. etc. Vous pouvez proposer le téléphone aussi. C'est peut-être un petit peu moins idéal, mais ça fait le travail. Pensez aussi à votre environnement. Pour reproduire un petit peu cet environnement neutre et sympa, une petite tasse de café pas loin, ça peut aider la personne en face à juste comprendre qu'on est dans une ambiance décontractée, on n'est pas là pour faire un interrogatoire froid, etc., etc. Pendant l'entretien, et ça c'est une bonne pratique quoi qu'il arrive, présentez-vous, expliquez le rôle du facilitateur, ce que je viens de vous dire. Et après l'entretien, et ça c'est vraiment dommage à mon sens, c'est vous n'avez pas ce petit moment informel hyper intéressant où l'entretien est fini, on se lève, on boit un petit verre d'eau, etc. Et où en général, l'utilisateur va vous poser quelques questions complémentaires et où vous pourrez échanger sur d'autres sujets. Et c'est souvent à ces moments-là, je trouve qu'on récolte des insights qui peuvent être pertinents. Donc, pour remplacer un petit peu ça, voilà, l'entretien est clos, mais demandez-lui sur un ton encore plus cool et informel. OK, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en penses? Etc. Et rappelez-lui que vous êtes disponible s'il a d'autres questions. Du coup, quelques éléments de réponse par rapport aux questions qu'on s'est posées. Sur tout ce qui est observé, le langage corporel et non-verbal, c'est super compliqué. Si vous pouvez inviter la personne à mettre sa caméra, c'est mieux évidemment, mais on ne peut pas la forcer, donc c'est comme ça. Sinon, portez attention au ton de la personne, encore plus que d'habitude. Trouvez le non-verbal dans les intonations. Observez les silences et les laisser durer aussi. Ça peut être une bonne manière d'un peu sentir ce qu'on capte d'habitude par l'observation de la personne qui est en face de nous. Comment créer rapidement un climat de confiance avec l'utilisateur? Là, l'icebreaker tout trouvé, c'était comment se passe ton confinement? Avant de commencer, finalement, les gens avaient pas mal de choses à dire et ça leur permettait de juste se décharger un tout petit peu. Alors, il ne fallait pas qu'ils partent et qu'ils parlent pendant trop longtemps, mais ça s'est bien passé. Il faut être d'autant plus souriant et rassurant que d'habitude. Et l'environnement, on en a déjà parlé, ça aussi on en a déjà parlé. Et sur la question de l'exclusion de certains types de publics, malheureusement, donc on peut évidemment faire nos entretiens par téléphone, c'est pas idéal, mais ça reste mieux que rien. Donc là, vous aurez encore moins accès à tout ce qui est visuel. Vous ne pourrez pas voir aussi derrière la personne, ce qui est hyper intéressant parce que pendant ces entretiens, parfois, les personnes se baladaient avec leurs ordi pour nous montrer leur bureau, leur endroit de pause. Voici là où je travaille. Et en fait, je partage mon bureau avec mon mec. Hop, on voit le mec à côté. Enfin, ça, c'est énormément de choses auxquelles on n'a pas accès, du coup, évidemment, par téléphone. Mais ça permet de ne pas exclure des profils moins matures d'un point de vue digital, on va dire. À la fin de cette recherche et à la fin, une fois qu'on avait restitué tout ça via un article dont on parlera un peu plus tard, Emma et moi-même, donc, qui avons mené cette phase, on est arrivé à ces conclusions on avait en fait super peur
que les personnes ne soient pas super à l'aise parce qu'elles étaient chez elles, un peu trop dans leur intimité, etc. Et nous, on est habitués à mener des entretiens dans des lieux qui sont peut-être un peu plus neutres. Et finalement, les personnes se sentaient plutôt à l'aise. Et ça, c'était une vraie surprise pour nous. Dans ce cas-là, les utilisateurs étaient super contents de parler parce qu'ils en avaient besoin. Donc, on a eu ça fait du bien de parler, j'avoue, c'est cool, ça permet aux personnes de se décharger, c'est chouette. Vous avez accès à d'autres informations. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de cette personne? S'il y a un enfant qui rentre pendant qu'on est en train de faire la réunion, si on entend quelqu'un qui dit qu'est-ce que tu veux manger, des choses comme ça, bah, c'est vrai que ça nous apprend tout plein de trucs. Ça peut permettre de rebondir sur certaines choses et de comprendre, là, dans notre cas très précis du télétravail et du futur du travail, de comprendre comment ces sphères se mêlaient et interagissaient et du coup, comment les frontières avaient été gommées totalement pendant ce temps-là, quoi. Voilà, et d'un point de vue purement logistique, évidemment, les gens sont plus dispo et plus flexibles sur leurs horaires parce qu'il n'y a pas de temps de déplacement. Donc, c'est finalement plutôt pratique. Je vous ai mis là, et vous le verrez quand vous recevrez la presse, un petit article qui a été rédigé par Emma sur le sujet avec un peu plus de détails que vous pourrez aller consulter. Du coup, le résultat de tout ça, pour nous, donc notre phase d'analyse, donc troisième étape, analyse, on l'a fait avec Emma tranquillement en chambre et on a pris notre temps. On a décidé d'aller vers un article de restitution parce que notre cible, c'était vraiment d'adresser notre restitution à des RH, des DSI, des managers pour potentiellement aider les salariés à améliorer leur expérience de travail à la maison. Et je vous laisserai du coup découvrir cet article parce qu'on n'a malheureusement pas le temps de le voir ensemble. Mais l'approche était vraiment un article de fiction. On rentre avec un personnage, Martine, qui travaille de chez elle, mais qui en fait n'a pas le bon matériel, qui ne sait pas exactement comment configurer ses outils parce que maturité digitale moyenne, etc. etc. Et on arrivait avec pas mal de pistes et d'opportunités dont peuvent toujours se saisir les entreprises. Voilà, voilà. Et du coup, donc ça, c'était un exemple de restitution plutôt déjà dont tout le monde peut s'emparer et qui est dispo en asynchrone. Et je vais laisser Caroline vous parler d'autres formats de restitution et de priorisation à distance. Hop. Ok, ok, c'est bon. Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, super. Donc là, je vais vous présenter un cas concret pour une app spécialisée dans la crypto-monnaie et en particulier, en fait, vous présenter les résultats de la recherche utilisateur, comment est-ce qu'on a restitué ça auprès de l'équipe du client. Donc, c'est une recherche qu'on a faite sur tout ce qui est onboarding sur cette application de crypto-monnaie, en particulier à destination d'un public qui n'est pas très mature vis-à-vis de ces crypto-monnaies. Je vais directement aller dans le board Miro. J'ai la barre de zoom qui est pile au mauvais endroit. Ok, c'est bon. Ok, est-ce que là, vous voyez le board Miro? Yes. Ouais, super, très bien. Du coup, alors malheureusement, je ne peux pas trop zoomer pour des raisons de confidentialité, mais en tout cas, la façon dont on a créé ce board-là, vous le voyez, on a vraiment raisonné en termes de parcours utilisateur pour nos clients, finalement, pour les participants à notre atelier. Donc, on a toute cette première partie avec finalement la présentation de l'atelier et le déroulé. Et ensuite, rapidement, on a les premiers livrables, à savoir les personas. Donc, on n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail sur ce qu'est un persona, mais j'ai l'impression que la plupart de l'audience ici sait ce que c'est. Donc, on a nos personas. Ensuite, rapidement, on a les drivers, en fait, les raisons pour lesquelles ils sont clients de cette app. Et ensuite, les parcours utilisateurs. Et vraiment, on s'est concentré sur la partie onboarding sur l'application.
Et donc, on voit pour chacun des personas, en fait, les parcours directement dans cette application et ensuite, on a ce qu'on appelle les grandes, c'est ce que disait Lola plus tôt quand elle a répondu à la question, on a été avec nos clients de les prioriser et de vraiment choisir les go, no go, finalement celles sur lesquelles on déciderait d'aller. Et donc, en fait, avant, on avait l'habitude en physique de faire, comme le disait Lola, des grandes restitutions avec des boards qui pouvaient faire plusieurs mètres. Et finalement, on aime bien avoir une war room avec chaque pan de mur est destiné à une étape de l'atelier. Et on a réussi à recréer ça grâce à Miro, finalement, où on voit la persona, parcours utilisateur, grand challenge et la priorisation. Et en plus de ça, on s'est rendu compte finalement que ça peut être plus interactif aussi. Par moments, ça l'était à distance parce que soit certaines personnes sont plus à l'aise versus le fait d'être dans la pièce. Et en plus de ça, on va pouvoir, par exemple, faire des votes en direct et avoir des synthèses de ce qui se passe et directement les transmettre après aux parties prenantes pour pouvoir passer à l'étape d'après et partir en conception. Et du coup, les grands enseignements qu'on retire de, de ces restitutions à distance, les quelques tips qu'on peut partager avec vous, ça va être cela. Donc, ce qu'on constate, c'est que au-delà de 8 participants, ça reste que pour distribuer la parole à tout le monde. Et justement, c'est hyper important d'être capable de s'assurer que tout le monde prend la parole. En physique, c'est facile de voir les personnes qui parlent plus, celles qui s'expriment moins. Là, le petit conseil, c'est avoir une feuille à côté et noter en fait le nombre de fois que chaque participant a pris la parole pour pouvoir la distribuer de manière plus égalitaire. Ensuite, l'icebreaker qui fait office d'onboarding. Maintenant, on se rend compte que nos clients commencent à avoir l'habitude d'utiliser Miro, mais c'était moins le cas au début. Et donc, du coup, on trouvait à chaque fois des petits exercices qui permettaient aux gens de prendre en main l'outil et d'être en mesure de bien participer à l'ensemble de l'atelier ensuite. Pensez le parcours utilisateur de votre atelier. Comme on l'a dit, on voit vraiment les différentes étapes, les différents exercices qu'on va faire avec les participants au cours de l'atelier. Essayer d'imaginer des activités ludiques vraiment pour animer cette restitution, pour toujours aller chercher les participants. Il y a plein d'outils via Miro qui permettent à la fois le vote, qui permettent le fait de rajouter, de vraiment venir compléter les résultats de votre recherche, laisser de la place pour qu'eux-mêmes puissent rajouter des post-it et s'exprimer quant à votre restitution et les résultats de votre recherche. Le conseil aussi, c'est de ne pas dépasser les 1h30, voire 2 heures d'affilée à distance, parce que très vite, les personnes sont fatiguées, il y a une perte d'attention, perte d'action au cours de l'atelier. Et enfin, ce qu'on conseille, c'est à la fois en amont et en aval, envoyer de la documentation à vos participants. Donc, en amont, soit donner des exercices à faire pour qu'ils soient vraiment actifs au moment de l'atelier. Et après, pour pouvoir passer à la suite, donc à la conception, à la concrétisation des résultats de l'atelier. Ce qu'on a pu faire, ça a été soit envoyer un questionnaire pour affiner le travail de priorisation, soit donner des actions précises à réaliser par la suite. L'autre partage d'expérience qu'on voulait faire avec vous, c'était pour les tests à distance. Donc là, c'est un aperçu de nos outils préférés. Nos outils préférés pour l'évaluation, à savoir les tests. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle les fake doors, le fait de créer des fausses publicités, faux boutons sur un site web pour voir si votre concept est attrayant et donc du coup calculer le nombre de clics pour voir si ça serait pertinent de creuser ce concept-là et de le concrétiser. Le tri par carte, j'y reviendrai par la suite. Test d'utilisabilité modérée, donc le fait de tester l'UX de votre produit. Modéré, ça veut dire que de votre produit ou votre prototype, pardon. Modéré, ça veut dire que vous êtes là auprès de l'utilisateur pour le guider. Non modéré, ça veut dire que vous donnez des actions à réaliser et vous évaluez la capacité de l'utilisateur de mener à bien ces actions-là. Et enfin, les études de Web Analytics. Ça, c'est un aperçu, on en a d'autres, mais c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent.
Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce qu'on les a adaptés à distance. En fait, on s'est rendu compte que pour la plupart des outils de test, d'évaluation, finalement, ils fonctionnent déjà à distance. Par exemple, ce que je viens de dire, la Fader, le fait de tester un concept grâce à vos boutons, fausse page, ça, c'est directement des choses que vous allez mettre en place sur votre produit, si c'est un produit digital, ou créer une fausse publicité sur Facebook, LinkedIn, pour tester l'intérêt quant à votre concept. Les tests d'utilisabilité non modérés, il y a déjà des plateformes qui existent pour les faire justement à distance. Heatmap, c'est tout ce qui est carte de chaleur, donc voir un petit peu les zones qui sont les plus utilisées sur votre site, celles qui sont les moins utilisées aussi. Web Analytics, comme son nom l'indique, c'est le fait d'analyser les données sur les sites web. Et A/B testing, là, ça va être le fait de tester, de comparer deux choix de design entre eux. Donc, par exemple, tel bouton versus tel bouton. Et là, la moitié de la population voit le premier bouton, l'autre moitié le second bouton. Et on voit celui qui a le plus d'efficacité. En revanche, pour d'autres outils, on a dû les adapter. Donc, c'est le cas du tri par carte et des tests d'utilisabilité modérés. Et je vous les présente tout de suite après. Donc là, pour le tri par carte. Le tri par carte, en fait, c'est un moyen de prioriser des concepts, des fonctionnalités. Concrètement, vous demandez à un utilisateur de comparer vos idées de concept, vos idées de fonctionnalités que vous avez préalablement formalisées sur des cartes. Et l'utilisateur verbalise en même temps qu'il trie les cartes ce qu'il pense des différentes fonctionnalités, pourquoi est-ce qu'il met celle-ci comme plus prioritaire, à l'inverse, pourquoi est-ce qu'il met celle-là dans la corbeille, à la poubelle. Et en fait, la façon dont on le faisait avant, c'était directement avec des post-it pendant les entretiens, ou bien on avait préparé des cartes préalablement. Et en fait, à distance, c'est assez simple. Là encore, on s'est servi de Miro, et c'est ce que vous pouvez voir à gauche. On a vraiment formalisé nos idées de fonctionnalités sur des cartes Miro. Et en fait, on fait la même chose qu'on faisait en physique avec les utilisateurs. On leur demande de les trier, les organiser. Donc là, pas de changement majeur finalement. Et dans le cas des tests modérés à distance, donc là, le cas, c'est pour une marque de maquillage pour qui on a fait une fonctionnalité de tutoriel virtuel grâce à la réalité augmentée. Et au final, le constat, le retour d'expérience là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de grand changement là non plus par rapport aux tests modérés en présentiel, si ce n'est que la préparation doit être vraiment accrue. C'est encore plus important qu'en physique de bien préparer son protocole de test, de le pré-tester et encore plus de tester son prototype. Parce que je pense que si vous avez déjà fait des tests modérés en physique, ça arrive souvent que l'utilisateur se perde sur le prototype, qu'il appuie pas nécessairement, qu'il appuie sur un endroit que vous n'aviez pas forcément imaginé, il se retrouve dans une loupe où il est perdu. Et donc là, c'est facile pour vous d'arriver et de remettre l'utilisateur sur la homepage. À distance, c'est vraiment compliqué, c'est plus compliqué à expliquer. Donc, il faut être encore plus vigilant et vraiment tester toutes les éventualités sur son prototype cliquable pour s'assurer que l'utilisateur ne part pas dans ce type de loop. Aussi bien expliquer à l'avance à l'utilisateur qu'il devra partager son écran et lui expliquer comment le faire. Tout le monde n'a pas l'habitude de le faire, donc c'est vraiment important potentiellement de préparer un petit tuto ou de leur envoyer un lien pour qu'ils soient en mesure de le faire. Bien expliquer aussi à l'utilisateur qu'il devra activer sa caméra parce que comme le disait Lola plus tôt, c'est important de voir le non-verbal, de voir sa réaction au moment où il clique sur tel bouton de l'application ou au moment où tel pop-up apparaît sur l'écran. Pareil, il faut vérifier en amont que l'utilisateur a une bonne connexion, c'est assez évident, mais c'est des choses qui peuvent faire vraiment que votre test, à la fin, les résultats du test ne soient pas utilisables pour vous. On a aussi, faut penser à faire signer une DIA à distance, et pour ça, on a identifié un outil qui s'appelle YouSign. Et enfin, pour tout ce qui est de la conduite, même tips que pour les entretiens à distance, afin de vraiment mettre les utilisateurs en confiance. Donc là, c'est les mêmes choses qu'on a présentées plus tôt. Là, on vous a listé quelques outils de test à distance, que ce soit pour des tests de concept ou des tests modérés, tests non modérés. Je ne rentre pas dans le détail, vous aurez ça directement dans le document qu'on va vous envoyer.
Là, je te laisse conclure sur le sujet. Oui, tout à fait. Hop, et je vais reprendre l'écran. C'est parti. Ok, parfait. Du coup, conclusion, c'est que de manière globale, l'impact du distanciel est relativement modéré. Et je viens de voir une question d'ailleurs qui traitait d'un point de vue du budget, comment est-ce que ça a impacté, etc., etc. On pourra prendre le temps d'y répondre après, mais plutôt bonne surprise, du coup, en tout cas, sur tout ce qui est récolte de la qualité des insights en phase exploratoire et tout ce qui est évaluation grâce au test, l'impact du distanciel est relativement modéré. Parce qu'on a aussi pris le temps d'explorer et de s'adapter quand même assez vite et de tester les choses assez rapidement. C'est une situation extrême qui permet même parfois d'identifier des opportunités nouvelles. Euh, et en fonction de l'objet d'étude, en revanche, il faut parfois se rendre à l'évidence que ce n'est pas possible. Et là, je vais en profiter pour répondre à une des questions, parce que j'étais en train de préparer les réponses là, pendant que Caroline parlait, qui était comment vous auriez mené la recherche pour la RATP dans ce contexte-là. Et ben, il y a toute une partie qui est évidemment pas possible. On parle quand même de quelque chose qui est un service où on doit aller observer des gens qui se déplacent. On aurait pu, en revanche, enfin, ce qu'on aurait fait, et c'est ce qu'on se prépare à faire potentiellement d'ailleurs dans le cadre d'une autre étude là pour le métro, c'est on peut quand même faire toute la partie de recherche partie prenante. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre auprès de toutes les personnes qui travaillent à la RATP et qui peuvent nous apprendre énormément de choses. On peut aussi mener des entretiens longs d'1 heure et demie avec les personnes pour qu'elles nous parlent de toutes leurs expériences de métro. On peut faire énormément de choses, mais ce qu'on ne pourra pas faire, c'est la partie observation, c'est la partie vivre des situations perturbées avec les utilisateurs, etc. etc. Là, c'est à voir avec votre client, et je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline, mais ça va dépendre des plannings de mission, ça va dépendre de quel est votre objectif de recherche. Soit on se dit, OK, cette recherche, je vais la mener de manière partielle parce que je sais que je ne vais pas pouvoir l'observer des gens parce qu'on était en confinement total. Attention, là, si on est en confinement partiel, on peut aller faire tout ce qu'on a décrit avec un masque. Et dans une situation où il y a peut-être un peu moins de monde, on n'est évidemment pas dans une situation neutre. Mais ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est qu'on est du coup dans une situation extrême. Et les situations extrêmes permettent de récolter les insights souvent les plus intéressants. Donc là, actuellement, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Lors du premier confinement, on avait par chance, on venait de finir la phase terrain, on était à la phase de restitution au moment où le confinement a été déclaré, quoi. Du coup, si on avait dû recommencer, on l'aurait tout simplement, je pense, décalé sur la partie observation. En revanche, on aurait été prêt, dès qu'on déconfinait, à aller faire notre semaine d'observation et on aurait avancé là-dessus. J'espère que ça répond à la question. Et cela nous a permis de nous réinventer et d'engager nos clients à distance. Parce que c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps de tester tous les outils digitaux pour gérer ce genre d'atelier d'engagement à distance. Et c'était chouette, ça nous a permis de tester pas mal de choses. Je ne sais pas si tu as des choses justement, il y a une question à sur rajouter. quels conseils donneriez-vous pour inciter les personnes les plus timides à participer dans les ateliers de manière moins directe? Ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment prévoir un moment individuel à chaque fois. Donc, par exemple, on donne un exercice à faire, on lance une problématique, on demande aux personnes de répondre, de partir en idéation. À chaque fois, il y a un moment individuel où on demande aux participants d'écrire leurs idées sur des post-it. Alors, on le faisait en physique, maintenant, on leur demande de le faire sur des post-it virtuels avec une idée égale un post-it. Donc, on s'assure que tout le monde, peut-être pendant d'abord 3 minutes, part en idéation seul dans son coin. Et ensuite, on fait un moment de restitution tous ensemble où là, à tour de rôle, on va prendre la parole. Si on voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas à l'aise, soit nous, on s'occupe de commencer à organiser les post-it et on fait nous-mêmes une synthèse en séance de la matière. Mais sinon, au maximum, on s'assure que chacun soit à l'aise de prendre la parole, justement en leur donnant un peu de temps pour préparer chacun de leur côté ses post-it. On ne peut pas rentrer plus en détail sur toutes les questions. Mais... Moi, là, j'ai préparé quelques réponses. Du coup,
Tac, tac, tac. Journaux de bord, il y avait une question. Combien de personnes est-ce que vous avez mobilisé pour les journaux de bord? Il y avait une autre question liée aux journaux de bord. Je vais essayer de répondre aux deux en même temps. C'était combien, sachant qu'on est en agence, etc., et qu'il faut être pragmatique d'un point de vue budgétaire, combien de temps allouer à ça? Je vous ai préparé en fait un petit exemple que je vais essayer de vous retrouver. Donc, ça, c'est l'exemple de guidelines qu'on avait donné. Vous voyez bien l'écran? Oui, ça va. Qu'on avait donné sur la partie tram. C'est hyper simple. Ça nous a peut-être pris 1 heure ou deux. Enfin, pas besoin de rentrer dans déjà un journal de bord super compliqué parce que ça prend trop de temps pour la personne à le remplir et on a envie de collecter un maximum d'insights. Donc, c'était OK, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert et finalement quelques grandes thématiques pour que la personne, au moment où elle est en train de prendre le tram, nous envoie des photos, nous donne ses ressentis, etc. Donc, ça peut être rapide. On n'est pas... Enfin, pareil, on a les mêmes contraintes étant en agence, etc. On ne peut pas prendre une demi-journée pour préparer un magnifique journal de bord écrit, tout bien dessiné. Et donc, WhatsApp, en fait, c'est super bien pour juste collecter, enfin, WhatsApp ou d'autres messageries, hein, quelles qu'elles soient, pour collecter de la matière plutôt par écrit. Je ressens ça, je suis là pour collecter des photos. Et du coup, voilà, j'essaie d'être super rapide. Et c'est ce qu'on va faire là pour le métro. On s'est dit qu'on allait préparer quelques questions qu'on allait envoyer. En fait, l'idée, c'est que ce soit peut-être un peu plus dynamique que sur le tram et qu'on se dise, OK, c'est bien si on envoie telle question à 8h30, 9h, parce qu'a priori, la personne sera dans les heures de pointe et on veut collecter son feedback à ce moment-là. Donc, en fait, préparer quand même quelques questions qu'on pourrait envoyer à des moments spécifiques pour solliciter un petit peu nos utilisateurs et animer cette communauté de testeurs. Ensuite, ce que je voulais vous montrer très rapidement, et c'est lié à la question WhatsApp. Ah oui, non, pardon. Combien de personnes pour les journaux de bord? En fait, vu que ça ne prend pas trop de temps à préparer, comme ce que je vous ai montré, ou pareil sur le cas de l'Observatoire du confinement, ce qu'on faisait, c'est quand les personnes répondaient à nos WhatsApp, et je répondrai à la question WhatsApp juste après du coup, on demandait si on voyait que la personne avait l'air de nous donner la matière qui nous intéressait, etc., et qu'elle était prête à nous donner un peu de temps aussi. On lui disait, est-ce que c'est OK pour toi si tu participes à cette expérience sur le long cours un petit peu plus avec nous? Donc, on n'a pas vraiment cadré le nombre de personnes de manière aussi précise parce qu'on voulait collecter peut-être un maximum d'insights. Là, on va être très précis sur le nombre de personnes à rencontrer. Ça va être sur les entretiens longs, par exemple. Parce que là, on veut rentrer, déjà, on veut choisir avec précision la personne qu'on rencontre pour collecter les bons insights, etc. Là, on visait quand même encore à débroussailler le sujet. Du coup, ça me permet de répondre à la question, et je crois que c'est peut-être la dernière question à laquelle on peut répondre, je crois, sur comment retraiter la matière WhatsApp. Donc ça, c'est notre Notion. Donc Notion est un outil collaboratif. Ça me fait penser que j'ai lu. Donc oui, quand on travaille en chambre, désolé, vocabulaire d'agence, on travaille rapproché, pas avec le client ou pas avec les entre Emma et moi et d'autres membres de l'équipe. Et à chaque fois qu'on recevait, on parle de sens et de motivation par rapport à son travail, par exemple, qui est la personne? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un pain point? Et il n'y a plus beaucoup d'exemples, mais par exemple, quelque chose comme ça. On a incité aussi les gens à répondre pas que par écrit, mais aussi par note vocale. Et dans ces cas-là, on écoute la note vocale, on écrit tout et on redispatche notre matière en irritant, opportunité, peut-être bénéfice, des choses comme ça. Je prends vite une petite question. Quid des tests de produits non digitaux, une méthode pour tester à distance? Ça, c'est un truc que j'ai pu faire pour Salomon, où on sortait une gamme de produits à destination des urbains. Et en fait, ce qu'on a fait, ça a été de faire très tôt des tests de concept. Donc, il y avait les designers produits qui avaient dessiné, fait des croquis, des concepts de produits qu'on voulait tester et ensuite sur lesquels itérer. Donc, c'était des tests très en amont, vraiment sur les concepts, où ensuite on pitchait à l'utilisateur l'idée qu'on avait en tête et on collectait son feedback. Par contre, c'était dur de rentrer plus en détail. Enfin, les tests suivants, une fois qu'on avait des protos, on était obligé de les voir
en physique, mais éventuellement, c'est peut-être envoyer le proto à l'utilisateur et toujours avec une logique de journal de bord, peut-être lui poser une question tous les jours sur son utilisation du prototype et collecter son feedback de cette façon. Ok, alors je crois que les temps nous forcent à terminer ça. Si je vois que Ludovic vous a donné nos mails, donc n'hésitez pas à nous écrire. Si le sujet de la recherche utilisateur vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, plus dans le détail, dans la méthode, dans comment le faire, combien de personnes voir, etc., on lance le 11 mars une formation à la recherche utilisateur, une formation en ligne type MOOC, avec, en plus de tous ces contenus théoriques et disponibles en ligne, une partie d'accompagnement personnalisé via du coaching. Du coup, n'hésitez pas à aller ici, sur academy.ego.fr. Vous pourrez télécharger toutes les infos sur la formation, vous préinscrire, bénéficier du coup d'un tarif préférentiel avant le lancement aussi, qui est bientôt. Et ben, je crois que c'est tout. On est bon. Ouais, on est disponible pour répondre à vos questions, que ce soit les questions sur ce que vous avez vu aujourd'hui sur la recherche à distance ou bien sur l'Académie de la recherche utilisateur. Super. Merci beaucoup à vous tous. À bientôt.